Kémy Seba, bienvenue sur cette chaîne qui s'appelle Limite, où nous parlons ici de limites planétaires, on parle de situations en rapport avec l'épuisement des ressources, bien entendu. Et tu as quelque chose de très important à faire dans cette vidéo, c'est parler du rôle de l'Afrique dans ce monde en transformation et en transition. Mais avant qu'on rentre dans les détails, je vous propose bien sûr de vous abonner à la chaîne, de liker, de commenter, et de commencer, toi Kémy, par te présenter. Qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas? Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas dans l'espace francophone, Kémy Seba, président de l'ONG Urgence panafricaniste, essayiste, auteur de 5 ouvrages maintenant, entre autres chroniqueur géopolitique. J'ai été chroniqueur à 2STV, chroniqueur partenaire à Vox Africa, directeur de média qui s'appelle Afrique Résurrection, où j'emploie une dizaine de créateurs de contenu engagés africains. J'essaie de mettre dans des bonnes conditions pour travailler. Et pour certains leaders d'opinion dans le monde noir francophone, en Afrique francophone et aussi dans la diaspora. Il y a des choses dont on ne parle pas souvent lorsqu'on parle de transition écologique. Tu sais que le monde utilise beaucoup d'hydrocarbures, d'énergie fossile, pétrole, gaz, charbon, qui nous amènent et qui ont fait qu'on a complètement éclaté les limites planétaires grâce à ces énergies-là. C'est ça qui nous a malheureusement qui a occasionné l'effondrement de biodiversité, qui a occasionné aussi différents types de pollution à travers le monde, et aujourd'hui un changement climatique qui s'annonce être comme extrêmement ravageur, c'est déjà le cas, beaucoup en Afrique. Et donc forcément, ces hydrocarbures-là, aujourd'hui, comme on veut les réduire, on passe par une recrudescence de besoins en matière d'énergie décarbonée, et que forcément l'Afrique, elle a un rôle important à jouer. Et je voulais un petit peu avoir ta position, et on va discuter de beaucoup de choses aujourd'hui, ça c'est sûr et certain, avoir ta position sur cette transition écologique qui se fait énormément en Europe, mais j'ai l'impression, et c'est peut-être moi qui me trompe, au détriment de l'Afrique. Moi, je vais être très synthétique en ce qui concerne cette thématique. Il y a une civilisation qui se présente comme civilisation, là où Charles Anta Diop parlait en réalité de potentielle barbarie, qui a vu la nature comme un outil pour s'enrichir, un outil pour avoir du profit, un outil pour asseoir sa domination, et non pas un outil pour être dans une dynamique de communion. Les Africains qui étaient moqués par les anthropologues au 19e et 20e siècle, lorsqu'ils étaient dans une démarche de communier avec la nature, avec l'environnement, de prier, certains disaient ils prient les arbres, ils prient les plantes. On se moquait beaucoup de ces Africains-là à une certaine époque. On se rend compte, notamment à travers des crises sanitaires mondiales, comme la crise du Covid, que ceux qui respectent la nature ont plus de chances en réalité de s'en sortir que ceux qui la méprisent. Le Covid a détruit beaucoup moins de personnes en Afrique qu'elle en a détruit en Occident, parce que des peuples qui ont l'habitude de se soigner avec les plantes, qui ont l'habitude de connaître le secret de l'environnement, ont beaucoup plus de chances de s'en sortir que ceux qui ne sont pas dans cette dynamique. Ça me permet de rebondir sur ta question. Tout ce qui a trait, à mon sens, à la déformation, la transformation de ce que la nature nous donne. La nature nous offre tout de manière globale et de manière directe quand on est capable de l'étudier, quand on est capable de l'appréhender, quand on est capable de la respecter. La civilisation occidentale, et quand je dis la civilisation, je ne parle pas des Occidentaux de manière générale, a détruit cet environnement-là, a détruit cette nature-là. La seule chose que cette civilisation a vue, c'était la nature dans son acception matérielle. Là où nous autres populations africaines, et j'ai envie de dire de manière générale, les peuples dits traditionnels, on a une dimension beaucoup plus enracinée dans la logique métaphysique, c'est-à-dire qu'on voit la nature dans son acception immatérielle. Elle est porteuse de messages aussi bien sur le terrain spirituel que sur le terrain physique en tant que tel. Et donc il y a certaines choses qui sont présentes dans nos réalités, dans nos villages, là où moi je vais très souvent quand j'ai besoin, après des grandes séances de combat politique, de m'abreuver, de me ressourcer. Il y a quelque chose dans ces villages et dans cet environnement qui est pour nous porteur de messages quand on prend la peine de l'écouter. Mais qu'on ne prend pas la peine d'écouter en Occident, parce que l'Occident voit le monde uniquement à travers sa fenêtre matérielle. Tu as parlé des carbures, des hydrocarbures. On est dans quelque chose qui est profondément déconnecté de ce que l'environnement nous donne réellement. On est dans, alors ça va nous aider pour avoir du profit. Cet élément va nous aider pour avoir du profit. Cet élément. Or, quand tu veux profiter de quelque chose, si je veux profiter de toi quelque part, déjà le terme profit, qui dit profit, dit une logique de domination. Normalement, ça doit être un gain partagé. Ce que je te donne, je dois t'honorer aussi. Et ce que je te donne, tu dois m'honorer pour ce que je te donne. Et ce que tu me donnes, je dois t'honorer aussi, je te remercier pour cela. Il n'y a pas cette dynamique-là dans l'acception néolibérale du monde, aussi bien sur le terrain économique que sociétal. Et c'est pour ça que j'ai beaucoup de problèmes, aussi bien avec la démarche de destruction de l'environnement qu'avec la démarche
prétendument écologique de l'Occident, qui est une démarche profondément matérialiste, mais profondément aussi déconnectée de l'acception métaphysique de l'environnement et de la nature de manière générale. Aujourd'hui, quand tu visites différentes villes en Afrique, est-ce que tu n'as pas l'impression que cette pensée d'extractivisme, d'accumulation matérielle pour un bonheur de court terme, mais dans une croyance d'un bonheur de long terme, le fait d'avoir, ah tiens, j'ai envie d'avoir la meilleure sape, meilleure sape que mon voisin, j'ai envie d'avoir une voiture, meilleure voiture que mon voisin, tout ce par quoi en fait l'Occident est passé pendant ces 30 glorieuses, une accumulation matérielle sans précédent. Est-ce que cette idée-là n'est pas en train aujourd'hui de gangréner l'Afrique et de l'amener justement vers la même direction et donc vers une direction d'accumulation matérielle qui ne va pas rendre heureux, au contraire? C'est pour ça qu'il faut que tu lises mon livre, parce que je parle dès le premier chapitre de ça. Je pense qu'il faut faire une dichotomie entre deux aspects qui me paraissent fondamentaux. Les capitales de nos pays, la colonisation a tout centralisé, entre guillemets, de manière visuelle sur le terrain de nos capitales. Mais nos pays, c'est pas que les capitales. La majorité des choses qui se passent dans nos pays, c'est les villages. On n'en parle pas assez. Quand Julius Nyerere, l'ancien président, génial panafricaniste, parlait de cette dynamique de l'Ujamaa, l'endosolidarisme qui se traduit par la solidarité des populations insérées dans les villages notamment, c'était le centre de gravité en réalité de nos sociétés. Et je ne parle pas de quelque chose qui date d'il y a 1000 ans, je parle de quelque chose qui se passait au siècle dernier. Une sorte d'endosocialisme en adéquation avec notre paradigme, avec notre tradition, avec notre perception des choses. Les capitales aujourd'hui, quand tu regardes Abidjan, quand tu regardes Douala, quand tu regardes Kinshasa, quand tu regardes Dakar, même s'il y a des différences sur certains aspects en fonction de l'intégration dans notre paradigme des dynamiques de tradition en tant que telles, cela fait qu'il y a des villes qui sont le profond reflet de l'Occident. Il y en a d'autres qui sont un petit peu plus à reculons sur ce terrain-là, mais les vrais bastions de résistance, justement, face à ce modernisme dégénéré, à ce globalisme néolibéral qui, sur le terrain aussi de l'écologie, est en train de tout nous détruire tout en se présentant comme les défenseurs de l'écologie, les bastions de résistance, ce sont nos villages. Ça, c'est du domaine du factuel. Et ce que tu vois dans des grandes villes, tu ne le vois pas quand tu recules dans le pays, quand tu vas là où les populations enracinées dans des rites qui sont présentes de génération en génération, ces populations-là, évidemment, ne sont pas confrontées à ces problèmes. Et je pense que c'est une erreur de voir l'Afrique à travers les capitales, parce que les capitales ne sont pas les résumés de la mentalité des peuples. C'est des centres administratifs qui répondent en quelque sorte à une demande extérieure. C'est le continuum colonial, c'est-à-dire que ce sont des capitales qui bien souvent ont été installées comme telles pendant la période de la colonisation et qui ont continué ce processus justement d'être les reflets justement de ces entités dites occidentales, coloniales et aujourd'hui néocoloniales. Elles continuent de l'être. La globalisation aussi de l'information, la globalisation aussi sur le terrain des moyens de communication, des moyens technologiques fait que dans toutes les capitales, évidemment, tout le monde est noyé, est abreuvé par ces réalités. Dans ces capitales, à différents degrés. Moi-même qui te parle, je vis dans une capitale je vis à Cotonou. Donc il y a deux grandes villes phares au Bénin, évidemment, mais évidemment qu'on est abreuvé à un certain degré par cette réalité. Il n'en demeure pas moins que le village est à portée de main et tous ceux qui veulent être dans une démarche de se protéger à différents degrés vis-à-vis de cette aliénation quelque part, nous rendre étrangers à nous-mêmes, nous rendre étrangers à notre environnement, nous rendre étrangers à notre véritable maison qui est la nature. Quand on parle de l'écologie, il faut aussi qu'on réfléchisse à ce à quoi cela renvoie. Eh bien, je pense que cette dynamique de l'enracinement, on le trouve dans les villages qui sont moqués en Occident, mais qui sont les grands bastions de la résistance. Mais là, on a un problème. Progressif dégénéré. On a un problème là par rapport à ça avec Amy, enfin pas personnellement, c'est plus par rapport à l'état des lieux. Il y a un changement climatique qui est en train aujourd'hui de manière claire d'impacter l'Occident. L'Occident qui aujourd'hui commence à le sentir, feu de forêt en Californie. C'est juste quand ça leur brûle les fesses qu'ils le sentent. Exactement, alors que l'Afrique le subit depuis une dizaine, voire une vingtaine d'années, avec des sécheresses à outrance et d'autres plein de problèmes de type qui ont des impacts sur l'aliment. Oui, bien sûr, mais justement c'est ça. C'est qu'il y a une migration aujourd'hui qui a lieu au sein même de l'Afrique, des villages vers les villes dans l'espoir, parfois, quand tu as perdu ta récolte, peut-être d'avoir des boulots et tout ça. Tu penses pas que... Je relativise ça. Je pense que ça, c'est une perception, à mon sens, profondément occidentale des choses. Les villages ne sont pas en train de se vider au profit des villes. Bien sûr que les villes sont de plus en plus peuplées, parce que il y a aussi le fait que le taux démographique des dirigeants occidentaux veulent limiter, parce qu'ils veulent aussi limiter la densité, l'impact de notre population. Donc évidemment que le nombre d'habitants dans les grandes villes ne fait qu'augmenter. C'est une évidence. Il y a aussi, en effet, certaines personnes des villages qui vont dans les villes. Mais dire que les villages se vident, ce n'est pas vrai. Moi,
partout où je vais en Afrique, sur les 54 pays, j'ai dû, au stade où j'en suis aujourd'hui, j'ai dû en faire peut-être un peu plus de 40, d'accord? Et c'est pas 40 juste en touriste, etc. Je fais mes meetings, je fais mes allocutions, je fais mes rencontres politiques. Puis en dehors de ça, il y a toujours les rites initiatiques où j'ai besoin d'aller dans l'arrière-pays, entre guillemets, qui bien souvent est à quelques minutes ou quelques heures de la capitale, pour m'abreuver des réalités paradigmatiques de nos peuples. C'est très important. Et je peux t'assurer que dire que ça se vide, ce n'est pas vrai. Il y a toujours un enfant ou un membre ou des membres de la famille qui peuvent aller à la capitale, mais ils savent toujours à un moment donné quand est-ce qu'il doit revenir au niveau du village. C'est quelque chose dont on doit se rappeler. Maintenant, pour ce qui est de ce changement climatique, tu l'as dit tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on n'a pas attendu que l'Occident se réveille sur cette réalité-là qu'ils ont provoquée pour qu'on s'en rende compte. Maintenant, moi, j'ai du mal en fait avec les... Comment te dire? Tu sais, l'Occident, cette spécificité... Et quand je dis l'Occident, c'est très important, encore une fois, je parle de l'élite occidentale. Je ne parle pas du prolétariat occidental, on ne va pas le répéter tout le temps. Mais à cette spécificité de, lorsque eux voient un danger, au moment où eux se réveillent sur un danger, ils pensent que ça doit être à ce moment-là que tout le monde se réveille sur ce danger. On n'a attendu personne pour voir les dégâts que la civilisation dite moderne, on reviendra après sur cette acception. Oui, parce que l'Afrique et le Global South n'est pas responsable de sa situation climatique. Ça, c'est un délire. Moi, bon, ça n'empêche pas qu'il y a aussi des dérives à cause de ce qui se passe parfois aussi dans les capitales. Aujourd'hui, tu vois le manque de respect qu'il peut y avoir par rapport à la nature dans nos capitales, avec des déchets partout, des trucs jetés partout, etc. Une consommation aussi sur le terrain du pétrole et des gaz qui n'est pas forcément en adéquation avec ce qui devrait être fait. Il faut aussi qu'on soit capable d'être dans l'autocritique. Je n'aime pas l'Afrique n'est pas responsable. Je trouve que c'est aussi très facile. Nos élites, qui sont complètement cooptées, javelisées par l'oligarchie occidentale, ne font qu'être le reflet de ce qu'ils voient là-bas. Mais on ne peut pas résumer ce que nous vivons à uniquement la responsabilité de ces dirigeants. Il y a une dynamique globale qui est liée profondément au capitalisme, parce que je dis que la résistance pour la protection de la nature, c'est une déconstruction du système néolibéral. L'un ne va pas sans l'autre, parce que le système néolibéral, dont la racine est le capitalisme, racine étant la base de l'esclavage, c'est pas simplement esclavagiser les hommes, c'est asservir la nature pour en tirer un profit. Le profit, c'est leur religion. Et la résistance face au profit, c'est la communion avec notre environnement pour être dans une démarche d'élévation et pouvoir sortir de ce cadre dans lequel nous sommes installés et de cette, quelque part, de cette faillite dans laquelle nous sommes tous en train d'être plongés, bon gré, mal gré. Mais notre peuple a beaucoup de résilience. On a connu toutes les maladies possibles qui tombent par magie, tel endroit, un jour c'est Ebola, le week-end d'après c'est malaria, le week-end d'après c'était... Mais notre peuple est toujours là, et c'est ce que je vois. Et je pense que même ce dérèglement climatique, qui aujourd'hui nous impacte tous, y a même plus on est dans des pays, il n'y a même plus de saison. Normalement, quand je suis dans un pays, normalement on me dit « Ah mais là, normalement il devrait faire très chaud, il est en train de pleuvoir. » Il n'y a plus de saison, tout est changé. Parce qu'il y a des gens qui sont amusés pour leur profit à tout détruire dans leur environnement, en ne voyant les choses qu'à court terme, alors que la vie, c'est de la prospective, et pas simplement voir. Il faut qu'on soit dans une démarche de prévoir. Et maintenant qu'ils sont confrontés au feu qui brûle à côté d'Hollywood, ou à côté des centres de gravité de leur pouvoir en tant que tel, économique ou autre, c'est maintenant qu'ils sont en train de se dire il faut qu'on se préoccupe, et ils nous font des grandes campagnes disant respectez la nature, vous l'avez détruite. N'imposez pas cela à nos réalités. Et nous, on a une façon de gérer cela. La manière dont vous interagissez avec la nature, c'est pas la même chose que la manière dont bon nombre de gens en Afrique subsaharienne et ailleurs interagissent avec la nature. On se moquait de nous, il y a une certaine époque. Ah, des animistes. Oh, il prie des arbres. Oh, il prie des feuilles. Alors que quelqu'un qui prie un arbre, il n'est pas en train d'être un idolâtre de l'arbre. Moi, des fois, j'ai été mis en prison dans le cadre de mon combat politique. Je me souviens une fois, je disais ça au meeting. T'as fait 4 ans de prison? Non, pas 4 ans. 4 mois. Sois sympathique. 4 mois. 4 mois. 4 mois de prison. Voilà, mais en isolement, 4 mois, c'est long. C'est la salle du temps dans des BZ, mais on s'en sort. Et je racontais ça au meeting d'hier. Ma fille m'avait offert un dessin. Quand j'étais incarcéré, j'étais en isolement. Et j'ai reçu ce dessin, ça m'a fait fondre en larmes, tu vois. J'ai embrassé ce dessin, j'ai embrassé ce dessin, j'ai embrassé ce dessin, je l'ai collé au mur. Mais le fait que j'embrasse le dessin, ça ne veut pas dire que je suis un idolâtre de la feuille. Ça veut dire que j'adore, j'aime l'entité qui a fait le dessin, qui me l'a donné. Donc quand j'embrasse le papier, c'est un amour que je transmets à la personne qui a rédigé quelque chose sur ce papier. De la même façon que les Africains et les peuples traditionnels en Amérique du Sud, en Mélanésie, en Océanie, qui embrassent l'arbre, qui embrassent les feuilles, qui embrassent la terre. Ce ne sont pas des huluberlus, ce sont des gens qui, à travers ce qu'ils embrassent, honorent le Créateur. Il y a beaucoup d'enseignements à prendre de ces derniers.
Oui, parce qu'il y a une totale déconnexion, forcément, parce que l'argent, aujourd'hui, le grand capital, est devenu la religion principale du monde, puisque c'est là qui régit nos conventions, qui régit notre ordre social. C'est la religion du monde moderne. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, quand on regarde la carte de l'Afrique et qu'on se dit, OK, il y a toutes ces problématiques-là, moi, il y a des choses qui me font un peu froid dans le dos. Quand je vais au Sénégal et que je vois que sur un sac de riz est écrit Made in India, Made in China, je me dis, ah ouais, donc on est tributaire. Tu vois, l'Afrique, qui pourtant est le grenier du monde, puisqu'elle produit énormément, que ce soit elle met à disposition l'énergie, elle met à disposition des métaux en quantité phénoménale, elle met à disposition des terres arables aussi, qui permettent à nous d'avoir finalement du Nutella, Ferrero, tout ce que tu veux. Ce qui finit en land grabbing, parce qu'aujourd'hui ce sont les autres qui s'accaparent nos terres. Mais voilà, c'est ça, c'est-à-dire qu'elle devient ce modèle de production du reste du monde, mais elle ne bénéficie pas de sa production qui est transformée ailleurs et qui parfois peut lui revenir, c'est ça qui est dingue, mais que on ressent un petit peu le fond du panier, quoi. Je veux dire, demain, si on a une problématique mondiale à cause d'un phénomène climatique ou d'autres géopolitiques, et que le riz d'Inde n'arrive plus en Afrique et le riz de Chine n'arrive plus en Afrique, qu'est-ce qui se passe? Moi, je pars du principe aussi qu'il faut qu'on soit capable de se regarder dans une glace. Tout anticapitaliste que je suis, on sait nous deux et on sait nous tous que celui qui dispose des moyens de production est celui qui contrôle en réalité la zone d'influence dans laquelle il est installé. Nous, on a les ressources, mais on ne se prend pas suffisamment la tête pour avoir les outils pour transformer, alors le riz c'est pas la question pour le coup, mais pour transformer ces ressources et pour en jouir sans que quelqu'un vienne nous imposer ses lois, nous imposer ses règles. C'est sur ce terrain-là que l'on doit être capable d'être dans le dépassement. Moi-même qui ai vendu beaucoup de produits locaux au pays pour aider les producteurs locaux dans une dimension de ce que j'appelle l'alodo, l'entraide, l'endo-solidarisme dans son acception africaine, et en fongbe, alodo ça veut dire solidarité dans ma langue, au Bénin, j'ai pu voir que il y a, même que ce soit pour le riz, que ce soit pour le manioc, il y a un travail qui se doit d'être fait, on doit s'améliorer, nous-mêmes aussi, pour être le plus, entre guillemets, compétitif et être capable le plus possible de valoriser ce qui vient de chez nous. Il y a un autre problème aussi, c'est que notre peuple a été tellement habitué à penser que l'extérieur est meilleur que chez nous. Cela fait que nous autres, Africains, qui avons la possibilité de consommer, parlons-nous les yeux dans les yeux, en disant des choses clairement, on préfère prendre le riz de l'Inde, on préfère prendre le riz du Chinois, on préfère prendre ce qui vient du Libanais que ce qui vient de chez nous. Moi, je l'ai vécu de mes propres yeux. À cause d'un construit qui a été fait, qui a placé l'Africain, le subsaharien, en bas de l'échelle de la hiérarchie mondiale. Mais encore une fois, à un moment donné, on ne va pas toujours pouvoir répéter que c'est l'esclavage, la colonisation. Ça aussi, c'est lassant. Regardons-nous dans une glace, il y a un travail de déprogrammation à faire. Ce qui compte, c'est pas tant le à cause, ce qui compte, c'est comment on en sort. Donc le à cause est important en termes de narratif pour comprendre. À cause de phénomènes de colonisation, bien sûr. Mais maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on va pas toujours répéter. Les Chinois ont été colonisés aussi. C'est pas le même type de colonisation, évidemment. Mais il y a plein de peuples qui ont été colonisés. On va pas répéter tout le temps, on a été colonisé, on a été colonisé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que c'est la colonisation et l'esclavage seuls qui sont responsables que quand il y a un des nôtres qui produit, les autres ne veulent pas prendre ce qu'il produit parce qu'ils veulent prendre ce qui vient de l'extérieur? Comportons-nous comme des grandes personnes. On a une responsabilité profonde dans tout ça, et c'est ça que j'appelle l'anti-victimisation, l'autodétermination, être capable aussi de dire ce qui ne va pas chez nous. Oui, c'est pas normal qu'aujourd'hui le riz chinois, le riz ou les produits d'Inde aient parfois plus de succès que chez nous, je suis d'accord avec toi. So what? Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on est capable de s'entraider réellement? Ça passe par de l'éducation, mais à partir du moment où tu dois éduquer tout un peuple, ça demande des coûts, ça demande des moyens, et on a l'impression parfois que des pays ne le veulent pas. Moi, j'ai envie de te dire une chose, ça passe par l'éducation. Il y a des gens très éduqués qui préfèrent manger tout le temps chez les autres. D'ailleurs, c'est très souvent ces gens-là, ces gens entre guillemets très éduqués, mais dans l'acception occidentale, qui préfèrent consommer chez le Libanais, chez le Chinois ou chez l'Indien que chez l'Africain. Quand ça vient de chez l'Africain, on dit « Ah, c'est sale, c'est pas bien fait, c'est pas carré, on va aller chez l'autre ». Ça aussi, il y a ce travail. Et du côté des producteurs, il y a aussi un travail aussi, qui est de, aujourd'hui, être capable de présenter quelque chose de profondément respectable, quelque chose de sécurisant. C'est pas parce que là aussi ça vient des Noirs qu'on doit dire que tout ce qui vient des Noirs, c'est l'espoir. Il faut aussi qu'on soit capable d'être rigoureux et exigeant. Donc il y a un travail, à mon sens, polymorphe qui doit être, et plurisectoriel, qui doit être effectué pour qu'on soit capable d'avancer. La fuite des cerveaux, t'en penses quoi de ça? Fuite des cerveaux, quand on sait que les 3/4 des migrations en Afrique sont intra-africaines, la fuite des cerveaux, je relativise. Ça, c'est les discours de Zemmour. Pour lui, il ne parle même pas de cerveau, mais qui parle de l'immigration africaine qui déferle sur l'Europe. La plupart des Africains
partent d'une zone pour aller dans une autre zone en Afrique. Une minorité part, en effet, maintenant en Occident, ou en Asie, ou en Amérique. Il y a une réalité. Mon père, moi je peux en parler, mon père c'est à la retraite maintenant, mais c'est un médecin surbrillant, qui a d'ailleurs eu beaucoup de difficultés dans sa vie, parce qu'il a ouvert des cabinets de médecine à une époque où les Africains n'étaient pas à la mode, et dans des endroits, dans des petits patelins où être noir et médecin, c'était pas bien vu. Il a été ruiné très tôt, il a connu énormément de difficultés. Bref, passons. Mais mon père, il a quitté à un moment donné le Bénin, parce que le Bénin ne lui donnait pas. Il a essayé de faire changer, il a essayé de faire bouger les choses au Bénin. On l'a menacé en disant, si tu ouvres ta gueule, excuse-moi la vulgarité, il y a des mamans et des papas qui regardent, et des enfants aussi, mais si tu ouvres trop ta bouche, là où on est en train de gérer nos petits business, tu auras des problèmes. Mon père, il a préféré partir. C'est une question de choix. J'aurais peut-être fait autrement, mais c'est une question de choix. Quand des gens veulent faire bouger les choses dans nos pays, ils sont persécutés aussi souvent. Quand des gens veulent faire parler leur cerveau pour aider le pays, ils sont souvent ostracisés. Et malheureusement, parfois, ils trouvent plus de bonheur à l'extérieur qu'à l'intérieur. C'est quelque chose qui doit changer, mais on doit être aussi capable de reconnaître que rien n'est fait pour favoriser nos cerveaux dans nos pays. Ça aussi, il faut qu'on puisse le dire. Justement, maintenant, et on va tout doucement y arriver, vers la philosophie de la panafricanité, mais pourquoi est-ce que c'est aussi lent et pourquoi est-ce qu'il y a limite un statu quo dans le développement de l'éducation des jeunes et de la jeunesse en Afrique? Par rapport à son histoire, par rapport... Moi, je pense que pour le coup, la globalisation de l'information a renversé complètement la donne sur ce sujet. Et qu'en effet, les programmes scolaires qui n'ont pas été installés aujourd'hui, ça vient depuis très longtemps, depuis quelques siècles maintenant, pour nous faire... C'est pour garder le statu quo? C'est pour faire en sorte qu'on continue à apprendre? Celui qui définit la circonférence de tes connaissances limitera le diamètre de tes actions. C'est mathématique. Celui qui définit le programme de ton savoir, c'est celui qui contrôlera ton action. Si tu mets un programme dans un ordinateur, le programme que tu mets te donnera un panel d'activités proposées par l'ordinateur qui seront liées au programme que tu as mis. Si tu mets un programme scolaire ou universitaire dans le cerveau, ce qui a été mis dans ton programme, c'est ce qui définira ta potentialité sur diverses activités, tant que tu te limites à cette réalité. Et c'est pour ça qu'on dit que souvent les élites africaines qui ont étudié dans les cadres universitaires occidentaux, si elles ne sont pas capables de se déprogrammer, elles croiront qu'elles cartonnent, qu'elles sont avant-gardistes, qu'elles sont progressistes, mais le progressisme qu'elles développeront sera en adéquation avec la vision du progrès définie par l'oligarchie d'Occident et certainement pas en adéquation avec la réalité paradigmatique africaine. D'où la nécessité de la déprogrammation nécessaire pour qu'on puisse avancer. Parce qu'on a deux doigts à de la perdre, cette culture africaine. Alors attention, africaine dans sa multiplicité, parce qu'on est bien d'accord, on s'est bien compris là-dessus. C'est pour ça que j'ai paré de la panafricanité, pas de l'africanité. Exactement. Il y a diverses formes d'africanité, même si, comme le disait Cheikh Anta Diop, elles ont un foyer civilisationnel commun, évidemment. Je vous invite à lire d'ailleurs les ouvrages de Cheikh Anta Diop. Toi, en tant qu'homme politique, parce qu'on peut dire que tu es un militant homme politique... C'est quoi militant? Militant, c'est-à-dire que tu défends une idée. Et tu peux être militant écolo, tu peux être militant pour du chocolat, tu peux être militant pour n'importe quoi, mais militant politique. Je dirais que je suis un homme de son temps qui essaye de comprendre les problèmes de son temps, qui essaye de changer ce qui ne va pas et qui essaye de protéger ce qui va pour les miens. Et en protégeant et en aidant les miens, j'essaye de protéger l'être humain dans sa globalité. D'où le panafricanisme. Tout à fait. Aujourd'hui, pour une personne, comme moi peut-être, métissée, qui est à l'entre-deux-mondes, une personne qui nous écoute de Douala, de Dakar, qui nous regarde de Paris, qui est bien blanche par exemple, ou de Québec, qu'est-ce que la panafricanité? La panafricanité, c'est l'unité des diverses formes d'africanité dans le cadre de la compréhension de leur complémentarité et de leur lien face à une tradition initiale commune. La tradition initiale commune, c'est ce qu'on appelle la tradition primordiale, le lien originel qui nous unit au créateur des créatures. Ces créatures, comme disait Cheikh Anta Diop, le peuple noir originel, qui par la suite s'est démultiplié et s'est étendu à différents endroits, mais dans ces diverses acceptions, dans ces diverses sensibilités, il y a en réalité des points communs fondamentaux dans leur architecture sur le terrain métaphysique, dans leur compréhension du monde, dans leur rapport à l'invisible, dans leur rapport à la culture. Et c'est sur ce terrain-là que j'ai développé un petit peu une vision, parce que dans cette ère du globalisme néolibéral, le plus grand obstacle à l'asphyxie des peuples, c'est l'enracinement dans son identité, qui ne signifie pas la fermeture vis-à-vis des autres, mais qui signifie la revitalisation de ce qui fait de nous des êtres humains. Un être sans racine ne tient pas. Toi qui me parles aujourd'hui, tu es sénégalais et tu es belge, si je ne m'abuse. Chacun a son identité, chacun a son histoire. Mais même si tu es mi-belge, mi-sénégalais, dans le regard de l'extérieur, tu seras toujours un basané. Parce que, qu'on le veuille ou pas,
ton origine en Afrique aura toujours une incidence sur l'être que tu es, ce qui ne signifie pas que tu dois renier l'autre partie de ton être. Comme le disait Bob Marley, même si il a un père blanc, il a une mère noire, mais il sera toujours un black man et perçu comme tel par l'extérieur. Eh bien, c'est dans cette réalité-là qu'il est important, je pense, d'être connecté à nos humanités classiques, mais pas simplement dans un cadre de connaissance historique, mais dans un cadre aussi de compréhension métaphysique, parce qu'on ne peut pas comprendre le monde dans son acception matérielle sans être relié à une dynamique immatérielle. Et c'est un petit peu ce que propose de résumer l'ouvrage Philosophie de la panafricanité fondamentale. Nous menons un combat géopolitique, mais il est important, avant de comprendre cette dynamique géopolitique, de comprendre qu'avant cela, il y a de la métapolitique, et qui dit métapolitique dit avant cela la métaphysique qui nous pousse à agir d'une certaine façon. Parce que c'est voir le monde à travers différents prismes. Le prisme du cartésianisme, donc la science pure et dure. Leur science. Science vient du latin scientia qui signifie connaissance. Mais il y a des gens qui se limitent à la connaissance dans son acception visible, et il y en a d'autres qui sont dans la compréhension qu'il n'y a pas de connaissance sans la lecture des deux mondes. L'invisible qui enclenche un impact dans une dynamique visible. Et c'est ça qui fait la différence, je pense, entre les populations dites primordiales et traditionnelles et la civilisation dite moderne, qui est en réalité l'autre nom très diplomatique pour dire la civilisation récente qu'est l'Occident, d'accord, qui elle voit le monde, et tu en as fait une illustration, qui voit le monde, qui ne voit la science qu'à travers son acception matérielle. Le monde n'est pas que matériel. La science n'est pas que matérielle. Quand je vais dans les villages, je parle avec les Ougans, les Mambo, les tradis praticiens, je parle avec les Fa, etc. Ils n'ont pas fait maths sup, ils n'ont pas fait maths spé, ils n'ont pas inventé de bombe nucléaire qui est censée être une dinguerie en tant que telle dans le monde moderne dans lequel nous vivons. Mais je peux t'assurer qu'ils ont de plus grandes capacités scientifiques que beaucoup de prétendus scientifiques du monde, parce qu'ils sont capables de comprendre le monde dans son aspect immatériel et d'avoir une sorte de clé de transition dans sa réalité, cette fois-ci matérielle. Je pense que c'est très important. Immatériel, de l'immatériel au matériel, celui qui est capable de comprendre ces deux mondes, pour moi, a une longueur d'avance sur celui qui ne voit le monde qu'à travers le prisme du visible. Tu parles beaucoup des savoirs des peuples autochtones, partout dans le monde, qui sont très proches de la nature et qui décident de ne former qu'un et qui fonctionnent dans leur environnement et dans leur convention sociale en fonction d'elle. Petit exemple, dans différentes contrées du monde, lorsque tu veux venir installer quelque chose, on réfléchit au mouvement des oiseaux, on réfléchit à la nature. Exactement. On la consulte. Exactement. Et on consulte les ancêtres passés, les ancêtres futurs. Enfin, c'est vraiment extrêmement large et ça permet, en fait, d'être en adéquation et d'éviter de faire des crimes d'écocide en quelque sorte. Mais aujourd'hui, de plus en plus de rapports, notamment. C'est quoi les ancêtres futurs? Alors, c'est-à-dire consulter ceux qui ne sont pas encore là et consulter ceux qui étaient déjà là. Donc moi, je te donne simplement une tradition unique d'Amazonie. Donc c'est un peuple autochtone d'Amazonie qui discute avec leurs proches vivants. Tout le monde est consulté, quel que soit leur âge, quel que soit qu'ils soient hommes ou femmes, anciens ou jeunes. Tout le monde est consulté sur une prise de décision. Ils consultent également dans leur cérémonie les anciens. Qui est normal. Exactement. Mais également ceux qui viendront. Très intéressant. C'est dans leur réflexion, c'est-à-dire forcément une prise de décision aujourd'hui va avoir un impact sur ceux qui viendront. Et donc consulte ces esprits qui viendront. Je ne sais pas qu'on les appelait les ancêtres futurs. Sinon, c'est la consultation. Je ne crois pas que ce soit le bon terme parce qu'à mon avis c'est en langue atchaquine ou en portugais à la rigueur. Mais j'avais compris en discutant avec eux cette notion de ceux qui viendront et qui permet en fait de garder simplement quelque chose d'habitable. Et aujourd'hui on parle de l'habitabilité de la Terre quand on parle des limites planétaires. Mais alors si je te raconte tout ça, c'est qu'aujourd'hui les grands scientifiques, les grands climatologues, les physiciens, les spécialistes de la biosphère disent qu'il est important d'oublier une partie, enfin pas oublier, mais plutôt de se refocaliser sur les savoirs autochtones, comme étant primordial dans un monde qui se transforme et pour justement favoriser l'adaptation. C'est quand même fort ça, quand tu as des grandes institutions qui disent « Ok les gars, il va falloir un petit peu regarder ce que font les peuples autochtones du monde entier, y compris en Afrique. » Grande institution pour qui? Grande institution à travers le prisme du monde occidental. Du monde occidental. Oui, après c'est 197 pays qui sont signataires, etc. Mais il y a des pays qui signent. C'est à travers le prisme dans lequel nous sommes. Mais c'est-à-dire qu'il y a quand même une volonté de dire, ok, le savoir autochtone, va falloir le valoriser le plus vite possible parce qu'il va nous permettre à toutes et tous, en fait, de pouvoir fonctionner. Mais ça demande peut-être aussi, en quelque sorte, de relâcher dans certaines zones du monde certains savoirs et de se dire ok on va s'en remettre à d'autres personnes qui savent mieux que nous. Tu vois ce que je veux dire un petit peu? Moi en fait je vais te surprendre mais je vois rien de positif dedans. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont bâti une civilisation sur du mensonge, qui ont nié la réalité de ce qui était traditionnel et ce qui était primordial.
Je parle de l'élite, encore une fois, capitaliste, néolibérale, qui est de toute couleur, hein, même si elle est majoritairement, en effet, caucasienne pour le coup. Et qui, voyant que son mensonge est en train de s'effriter, maintenant qu'il y a le feu aux fesses, CF, Hollywood et compagnie, je caricature, mais c'est un petit peu ça, a décidé de revenir à ce qu'elle sait depuis le départ être la réalité. On a parlé des savoirs des peuples primitifs. Aujourd'hui, dans le monde primitif, c'est censé être limite insultant. Regarde-moi, il est primitif, c'est sauvage. Mais qui dit primitif dit primordialité. Qui dit primordialité dit plus proche du savoir originel et de ce que certains appellent l'âge d'or. Parce que le temps pour les peuples traditionnels n'est pas le même que pour la civilisation du monde moderne. Autre nom de la civilisation occidentale. Sachant que l'Occident s'élargit à différents endroits. Dubaï, c'est l'Occident. Comme je t'ai dit, Abidjan, c'est l'Occident. Donc je ne suis pas en train de limiter ça à une sphère géographique. C'est beaucoup plus complexe. Mais, jusqu'à preuve du contraire, pour les peuples traditionnels, le progrès, c'est se rapprocher des règles et des vertus de l'âge d'or, du commencement. Parce que nos ancêtres, par exemple, appelaient, et qui peut avoir des déclinaisons dans toutes les langues négro-africaines, qu'on appelait le Zep-Tepi, l'âge d'or, le temps où l'homme et la femme primordiale étaient en adéquation parfaite avec les règles du Créateur. Et ça, c'est quelque chose qu'il est important de rappeler. Mais pour la civilisation du monde moderne, le progrès, c'est le développement, l'accumulation des biens matériels et le développement des moyens technologiques qui permettront justement d'augmenter le profit. C'est ça, sur tous les terrains. Mais le progrès des uns est une dégénérescence pour les autres. De la même façon que le progrès dans notre acception a été perçu pendant très longtemps comme une barbarie pour les autres. Aujourd'hui, ils sont en train de se dire que on s'est moqué d'eux là. Mais quand il y a des crises, ils sont mieux capables de gérer que nous. Donc peut-être qu'il faut qu'on se réinspire de ce qu'ils font, ce qu'ils ont voulu ignorer pendant les années, mais il faut qu'on se réinspire maintenant de ce qu'ils font pour avancer. Moi, je vois rien de positif et je regarde ces institutions et ces élites-là avec une très grande méfiance. Vous avez méprisé le reste de l'humanité pendant très longtemps, maintenant vous êtes en danger, vous êtes en train de vous dire « Ah, il faut s'en imprégner ». C'est parce qu'on a beaucoup de résilience et d'empathie que certains d'entre nous ouvrent encore les portes. Je ne suis pas sûr que moi, si demain j'arrive au pouvoir, je serai aussi sympathique avec des gens et des multinationales et des grandes entreprises qui ont méprisé les nôtres de cette façon. Eh bien, parlons-en, si tu arrives au pouvoir. C'est dans une démarche fiction, je sais pas. Mais c'est pas un projet. Ben, tu peux très bien demain, je sais pas. Par accident, peut-être. Voilà, être nommé président des United States of Africa. Ça serait un grand rêve, ça. Voilà, je te balance ça comme ça. On n'y est pas là. Mais justement, tu n'y es pas, mais tu es en cours de route parce que tu es actuellement dans la volonté de rendre l'Afrique souveraine de ses terres arables, souveraine de sa politique, sans interférence extérieure qui se permet, en tant que milliardaire peut-être, de se dire « Ah, ben on va influer sur les résultats de la présidence au Togo, par exemple. Hein. Donc je cite Bolloré, hein, Vincent Bolloré, où il a été condamné par la justice d'ailleurs pour avoir fait ça. Bon, il a été condamné juste par un petit montant de quelques millions d'euros, lui qui représente pas mal de milliards. Mais c'est ce qui se passe. En fait, toi, tu es contre le néocolonialisme, donc cette forme de colonisation qui est celle dans laquelle on est aujourd'hui, hein, ce que la Chine fait, ce que l'Occident fait, ce que la Russie fait, ce que tout le monde tente de faire. Je ne mettrai pas les différentes entités au même niveau. Ça, c'est le narratif. On ne peut pas mettre au même niveau puisqu'il y a une histoire. Ouais. Mais toi, là-dedans, du coup, comment est-ce que tu fais en sorte de rendre l'Afrique souveraine de ce qui se passe dans son sol, sur son sol, de ses habitants et de ses terres arables? Moi, je pense qu'il faut déjà qu'on puisse faire une déconstruction par rapport au narratif des médias mensonges occidentaux, RFI, France 24, Jeune Afrique, qui sont les outils de la France-Afrique sur le terrain médiatique. Il est très important. Cet outil qui permet de favoriser, j'essaie de vulgariser pour ceux qui ne connaissent pas du tout ce domaine-là, parce qu'on fait beaucoup d'écologie sur cette chaîne. Donc ce sont des outils selon toi qui permettent de... Pas que selon moi, selon des millions de gens. Non, mais je me mets dans ma posture de journaliste. Il n'y a pas de souci. Et moi dans la posture de Kémy Seba. Et là, avant ça on était potes, maintenant journaliste. Vas-y, allons-y. Donc c'est simplement un schéma de pensée franco-français qui est disséminé dans l'Afrique à travers différents médias. Et très occidental. Ils essaient donc de propager leur narratif et qui est en adéquation quelque part, qui est très relié avec ce qui se passe dans ce qu'on appelle la prétendue guerre entre la Russie et l'Ukraine, qui est en réalité une nouvelle guerre mondiale entre les nations dites globalistes sur le terrain néolibéral, économique et sociétal, et des nations qui refusent le mode de pensée civilisationnel proposé pour l'Occident et qui préfèrent prioriser un paradigme lié à leur identité, à leurs valeurs, à leur culture,
dans un certain nombre de logiques, même je dirais, par rapport à leur tradition. Et il est très important, tout à l'heure tu as parlé de, oui, néocolonialisme français, chinois, russe. Moi, je stigmatise tout le monde quand il y a des dérives. Mais personne ne nous fera ce piège de nous faire croire que la civilisation occidentale qui colonise depuis des siècles jusqu'à aujourd'hui, avec des millions et des millions et des millions, des centaines de millions de morts, d'accord, que l'on puisse mettre ça sur le même pied d'égalité que la Chine qui connaît des dérives que nous dénonçons, mais qui aide beaucoup plus les pays africains à se développer, d'accord, que la Russie qui nous aide sur bon nombre de points, même s'il y a des dérives que nous dénonçons, on ne pourra jamais mettre la Chine, la Russie et les autres pays sur le même pied d'égalité en termes de... Parce que nous, on parle de multilatéralisme, là où l'Occident voudrait qu'on soit dans une sorte d'unilatéralisme. Il voudrait un monde unipolaire, là où nous voulons un monde multipolaire. Parce que nous pensons que chaque peuple et chaque civilisation a le droit d'apposer sa voix dans ce concert des nations. C'est ce qui fera un véritable concert. Sinon, on sera dans un récital de type monologue, quelque part. Et donc, qui dit souveraineté, dit lorsqu'on est face à un système qui a colonisé intégralement, parce que toutes les thématiques qu'on évoque depuis tout à l'heure, ce sont des thématiques profondément occidentales et liées au monde globaliste néolibéral que l'oligarchie d'Occident nous propose. Et face à ça, il y a différentes formes de résistance. Et les tenants aujourd'hui du monde multipolaire, la Chine, la Russie, je pourrais même aller jusqu'à parler de l'Iran, même si je peux ne pas être d'accord avec beaucoup de choses qui se passent à l'intérieur de chacun de ces pays, d'accord, essaient d'opposer un autre type de monde. Et face à cette réalité-là, l'Afrique maintenant est un terrain d'affrontement entre les tenants du monde unipolaire. Non, il n'a jamais été autant qu'aujourd'hui, pour deux raisons que je vais évoquer. Parce qu'auparavant, quand on parlait de guerre mondiale, c'était quand même dans une zone précise. Il y avait l'Europe, et puis ils prenaient maintenant les soldats, les tirailleurs, les Sénégalais, et Sénégalais c'était pour tous les Africains en réalité, hein, subsahariens, et on prenait des gens de là, on les amenait là-bas. Pendant ce temps, on était toujours colonisés. Là, maintenant, l'Afrique est devenue plus que jamais le terrain d'affrontement entre ces différentes sphères. Et je dis que, en ce sens, l'Afrique est l'arbitre de ce monde. Et la véritable souveraineté, c'est d'être capable de choisir nous-mêmes de quelle manière nous serons capables de résister. Aujourd'hui, tu regardes par exemple ce qui se passe avec le terrorisme. Le terrorisme n'est pas tombé du ciel. Le terrorisme a explosé quand l'élite américaine et occidentale et européenne donc a assassiné Kadhafi. Kadhafi était un rempart aux forces de déstabilisation. C'est un président libyen. Voilà. Qui avait une volonté panafricanisme. Totalement. Il pouvait y avoir des choses qu'on peut lui reprocher, comme tout le monde. C'était pas un homme parfait, mais c'était un grand panafricaniste, au départ panarabiste, et qui par la suite a migré vers le panafricanisme. Et qui a beaucoup fait pour l'unité africaine. Quoi qu'on en dise. Je ne serai jamais d'accord avec les gens qui disent le contraire. Il a beaucoup fait. On l'a assassiné. Ça a permis une déstabilisation de la zone du Sahel, voulue par l'oligarchie d'Occident. Un déferlement des forces terroristes sponsorisées par les multinationales occidentales. Et donc, les élites occidentales ont appelé les pays africains, avec leurs dirigeants cooptés, d'accord, par l'élite occidentale, pour qu'il y ait des forces militaires occidentales, et notamment françaises, pour le coup, qui viennent, soi-disant, lutter contre un terrorisme, alors qu'en réalité, elles sont surtout là pour sécuriser l'accès aux ressources. Oui, et ça restera toujours ça, la base, c'est l'accès aux ressources. C'est leur obsession, de toute façon, de toujours, et c'est ça la base du capitalisme, en réalité. Et face à cette réalité-là, on a des armées qui, depuis le système de la colonisation et du néocolonialisme encore plus, ont été profondément désarmées, de telle sorte que même si on a des soldats extraordinaires et soldates, on n'a pas les capacités sur le terrain militaire de résister face à des gens surarmés, financés par les multinationales que l'on vient de citer et les gouvernements que l'on vient de citer. Qu'est-ce que cela entraîne? Cela entraîne que, et c'est ça la base de la géopolitique, on est obligé de chercher des partenaires qui peuvent nous aider, d'accord, d'une façon ou d'une autre, à nous en sortir. Parce que c'est une guerre de l'Occident contre ceux qui leur résistent. Oui, c'est ça. C'est le principe des escarmouches, effectivement. Tu dois trouver un allié quelque part. C'est ça. Et ça a toujours été ça. On parle de Mandela aujourd'hui. Mandela a été soutenu par qui? Mandela a été soutenu par l'Union soviétique profondément. D'accord? L'ANC a été soutenu par Kadhafi profondément. Quand il sort de prison, on dit, ouais, mais comment vous pouvez vous allier à tel. Et Mandela dit, vos ennemis ne sont pas nos ennemis. Et c'est exactement la réalité dans laquelle nous sommes. Aujourd'hui, on nous reproche, j'ai vu une campagne guignolesque des médias de la France-Afrique, Jeune Afrique, qui est dirigée quand même, c'est important qu'on le dise, par un homme qui s'appelle François Soudan, dont la femme est ministre du président, d'un des plus grands présidents du néocolonialisme français de la France-Afrique, Sassou Nguesso, d'accord, qui fait des publi-reportages pour tous les présidents qui
sont les chevaliers de ce néocolonialisme français, de ce système de la France-Afrique. Donc c'est un journal spécial de la France-Afrique, et considéré comme tel par les masses africaines. Et c'est ce journal-là qui aujourd'hui se pose en interface de l'actualité africaine, donc selon le prisme de l'impérialisme français. Et dirigé par un autre, Marwan Mohamed, cocaïnomane devant l'éternel, et grand ami de l'ancien Premier ministre de Côte d'Ivoire, Ahmed Bakayoko, d'accord, et ami de soirée enjaillé du côté d'Abidjan, mais je ne vais pas trop m'étendre dessus. Les vrais savent de quoi je parle et il y a beaucoup de témoins sur ce terrain. Là, on peut le dire, on tourne aujourd'hui dimanche 2 avril. Il y a quelques jours de ça, le 31 mars, ça a commencé à tourner, que tu aurais été financé par le groupe de Prigojine, donc Prigojine, homme d'affaires russe, qui a créé différents types de sociétés, des sociétés de désinformation et de contre-information. Voilà, donc voilà, mais attention, parce qu'il y a eu de la désinformation avérée quand même de la part de qui? Beaucoup de l'État russe sur des sujets. Selon qui? Selon tes sources sont lesquelles? Selon des médias ukrainiens, selon des médias occidentaux, des mal barrés. Selon, ouais, d'accord, oui, mais c'est d'accord. Mais il y a des enquêtes et on va pas rentrer dans tous les détails. On pourrait le faire. On pourrait faire. Je suis pas leur avocat, on pourrait faire toute une vidéo autour, mais il y a des choses qui ont été démontrées comme factuellement fausses, qui ont été prouvées sur lesquelles, voilà. Elles sont pas plus fausses. Juste pour terminer, si je peux me permettre, Camille, nous sommes dans un cas de guerre, et quoi qu'il arrive en cas de guerre, la désinformation, c'est la première arme. Mais donc parle aussi du gouvernement français, parce qu'en termes de désinformation, ce qu'ils font en Afrique, si tu vas un peu plus en Afrique francophone, tu verras que les désinformations qu'ils font en Afrique, s'ils sont interdits aujourd'hui de rentrer dans différents pays, au Burkina, au Mali, les médias dont on vient de parler, France 24 et RFI, sont chassés parce qu'on dit que ce sont les outils de désinformation, il est important qu'on en parle. Nous sommes dans un cas de guerre. Voilà, sinon on n'est pas dans un cas de guerre. La première arme, je le répète, c'est la désinformation. Donc parlons de tout le monde. Et c'est pour ça que dans toute cette soupe et toute cette sauce, tu aurais été financé par le groupe Wagner. Wagner, je sais pas comment vous dites, mais nous on est en Belgique, on dit Wagner, tu vois. Par le groupe Wagner, si tu préfères. Il y a quelques années de ça, je voudrais que tu m'expliques un petit peu de quoi il en On va être très simple, parce que les gens parlent de scoop quand nous on parle en Mondiovision devant des millions d'Africains sur Vox Africa en 2019, je crois, ou 2020, du fait que notre stratégie a toujours été de chercher chez les ennemis nos ennemis. On a appris ça en Occident, d'accord? Chez les ennemis nos ennemis, on va chercher des moyens substantiels pour mener nos activités. On mène ce combat politique contre l'oligarchie occidentale, d'accord, depuis 20 ans, depuis 21 ans. J'ai commencé en France et ça s'est prolongé sur le continent africain. On l'a mené avec 0 sous. Et on a été capable de faire des choses extraordinaires. 2017, on mène une campagne historique contre le franc CFA et contre le néocolonialisme français qui est ponctuée par mon expulsion, qui nous donne une audience incroyable en Afrique francophone, mais aussi dans la diaspora, et aussi en Amérique du Sud, et aussi en Europe de l'Est. Et on commence à être contacté par différents pays qui commencent à être agacés par l'arrogance occidentale et particulièrement par l'arrogance française. Ça nous a emmené en Iran, avec qui j'étais en contact depuis Mahmoud Ahmadinejad, qui est un ami. Ça m'a emmené du côté de Cuba. Ça m'a emmené du côté du Liban. Et ça va t'amener en Corée du Nord. Oui, ça bientôt. Kim Jong-un, on va y aller bientôt. Et je le dis sans... Les Japonais n'aiment pas beaucoup. C'est leur problème. Nous, on l'aime bien. J'aime bien le Japon. J'aime bien le Japon, mais j'aime pas les dirigeants qui sont très soumis à l'oligarchie d'Occident. Mais c'est un autre sujet. Et depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour des raisons qui leur appartiennent. Si on veut vraiment rappeler les choses dans le cadre de l'histoire. Et ça nous a emmené à rencontrer en fin d'année 2017 un idéologue russe qui est opposé au globalisme néolibéral, comme nous le sommes depuis des années, en l'occurrence Alexandre Dugin. Dans mon deuxième livre, Black Nihilisme, il y a tout un chapitre, donc en 2014, donc bien longtemps avant qu'on rencontre les Russes et les autres, où je dis il va falloir que dans ce combat contre l'ultime forme du colonialisme qu'est le globalisme néolibéral, que le camp panafricaniste, merci, mais tu peux poser, trouve des alliés qui sont eux aussi opposés à l'hégémonie occidentale. C'était une dimension prospectiviste. Je parlais de ça en 2014. 2017, la réussite de notre tournée entraîne que différents pays nous contactent. Et ils nous contactent, quand ils nous contactent, on dit c'est bien beau de nous contacter, vous appréciez ce qu'on fait, nous on a besoin de budget pour ça. Action sociale, on a besoin de budget pour ça. Action politique, déplacement, on a une délégation, le bureau central de notre ONG c'est 15 personnes, on a besoin quand on se déplace d'avoir les fonds pour ça, pour ça. Manifestation, on a besoin de bus pour faire venir des gens de telle contrée, etc. Vous pouvez nous aider, vous nous aidez. Vous pouvez pas nous aider, on passe à autre chose. Ça a été notre dynamique et on l'assume complètement. Et donc, depuis 2017, notre organisation est soutenue logistiquement par les Cubains, par le Hezbollah,
par l'Iran, d'accord? On a été soutenu aussi, disons-le très simplement, par le président de Madagascar. Il n'y a même pas de tabou dessus, d'accord? On a été soutenu par, à l'époque, en effet, Yevgeny Prigozhin. Quel tabou il y aura dessus? Le boss de Wagner. Mais 400 000 dollars, c'est ça? Non, en fait, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que eux, déjà les chiffres, j'aimerais bien savoir, parce qu'ils vous donnent une version, une acception, ils vous donnent pas l'histoire de manière globale. Quand eux, dans leur équipe à Wagner, montent des projets pour montrer à leur patron qu'ils bossent, ils vous disent, bon, monsieur Kémy Séba a demandé ça, 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 pour telle chose. Mais eux, lorsqu'ils demandent aux milliardaires, il y a une partie que les employés vont prendre pour eux en termes de bakshish, qui vont détourner, et entre ce qu'ils reçoivent au départ et ce qui finit au niveau de la base, mais le prix est diminué. Mais j'ai envie de te dire une chose, notre ONG mérite des milliards pour ce que nous faisons. Et si on peut avoir des milliards partout, on aura des milliards. Donc les 400 000 dollars dont ils parlent, on n'a jamais reçu cette chose, jamais reçu cette somme-là. Et tous ceux qui savent comment nous militons et comment nous déplaçons savent qu'on n'a jamais reçu cette somme-là de ces gens-là. Et je vais même aller plus loin. On a reçu beaucoup plus des Iraniens et des Cubains qu'on a reçu des Russes. C'est pour ça que ça me fait sourire quand j'entends les sommes qui sont sorties non pas en réalité pour créer un scoop, parce que tout le monde sait en Afrique francophone qu'on a toujours parlé de manière très claire de nos alliances, avec une grande fierté d'ailleurs. On le dit, tous les résistants africains se sont alliés aux Russes, soviétiques à l'époque, pour avancer, tous, sans exception. Aujourd'hui, Wagner assassine des gens, c'est chaud. Et plus que la Légion étrangère française, plus que le gouvernement belge dans certaines régions du monde, plus que l'Union européenne. Il faut qu'on arrête avec le narratif occidentalocentré qui est très éloigné des réalités africaines, parce que quand tu vas en Afrique, le narratif qui est présenté par rapport à Wagner n'est pas en adéquation avec ce que vivent les gens. Et c'est pour ça que quand ils ont sorti leur soi-disant scoop pour essayer de diaboliser, ils s'attendaient à ce que les Africains... Oh, mais les Africains les ont tous insultés. Tu vas sur les réseaux sociaux, à part ceux qui travaillent avec les institutions occidentales, évidemment, mais Jeune Afrique a dû bloquer, RFI ont dû bloquer leurs commentaires, tellement ils se faisaient insulter par les Africains, qui disent on s'en fout. Wagner aurait dû donner plus. Et je te dis clairement, Wagner a donné beaucoup moins que ça. En tout cas, nous, on a reçu moins que ça. Je pense qu'entre eux, les employés de Prigozhin ont pu détourner un certain nombre, parce que c'est comme ça qu'ils fonctionnent. Ils montrent toujours à leur boss qu'ils travaillent. Donc, entre ce qu'ils reçoivent au départ et ce qui est reçu à la fin pour des programmes sociaux, pour des activités, pour des déplacements, pour des mobilisations, il y a beaucoup moins. Maintenant, je te le dis, que ce soit Wagner, que ce soit le Hezbollah, que ce soit d'autres, ils nous ont... Le Hezbollah, ça continue à le faire. L'Iran, ça continue à le faire. Cuba, ça continue à le faire. Il arrive qu'ils nous accompagnent. Et aujourd'hui, la Russie, parce qu'à un moment donné, il y a eu un éloignement avec Prigozhin pour la simple raison que le contrat de base avec toutes ces structures, ou avec tous ces pays, c'est de dire, vous pouvez nous aider, comme le disait Malcolm, mais vous ne pouvez pas nous rejoindre, vous ne pouvez pas nous dire ce qu'on a à faire. T'as pas peur d'une instrumentalisation, Kémy? Je vais te dire clairement, une instrumentalisation marche si la personne qui est ton partenaire te fait dire ou faire des choses que tu ne disais pas avant. Parce que c'est leur but, c'est pour ça qu'ils veulent bosser avec toi. C'est pour essayer ils essayent de, je parle pas je suis pas en train de dire que c'est ce que tu es. Je suis en train de dire que si moi je dois financer quelqu'un, parce que j'espère que d'une façon ou d'une autre, à un moment donné, il va faire avancer mes intérêts. Et que du coup, je me dis, j'ai un peu l'instrumentaliser. Ça, c'est très occidentalocentré. C'est-à-dire que la perception de l'Occident, c'est que quand ils voient des partenaires, c'est pour qu'ils soient leur boy. Mais dans le monde, il y a ce qu'on appelle le multilatéralisme. C'est la différence du monde unipolaire que l'Occident et que la France prône, où c'est juste l'Occident qui profite et les autres, ils doivent subir. Les autres, il y a une démarche d'interaction. Chacun son intérêt. Il faut aussi l'entendre. Tout le monde n'est pas aussi pervers que le gouvernement français, ou que l'Union européenne, ou que le gouvernement américain. Il se trouve que les Russes ont compris une chose. Nous, on veut pousser, faire reculer l'Occident. On veut la fin du monde unipolaire. On veut un monde multipolaire et on veut être dans une dynamique d'autodétermination, décider nous-mêmes avec qui nous voulons traiter. La souveraineté. Et la souveraineté, c'est la souveraineté de nos choix. Quand on a le Mali ou le Burkina qui décident de chasser, de faire reculer le gouvernement français, l'armée française, et qui disent on choisit nous-mêmes nos partenaires. Si on veut parler avec la Russie, si on veut parler avec Wagner, on parle avec Wagner. Si on veut parler avec la Russie, on parle avec la Russie. Il y a quoi? C'est ça la souveraineté au XXIe siècle et il va falloir l'entendre. Cela ne signifie pas que nous sommes d'accord avec tout ce que nos partenaires disent ou font. J'ai été invité d'honneur avec ma sœur Nathalie il y a quelques jours à la Douma, Parlement russe, bien longtemps avant que cette enquête arrive, peut-être 2 semaines avant que cette enquête arrive, on n'était même pas au courant de son existence. Tu as été parlé pas d'africanisme là-bas? Oui, bien évidemment, comme partout où je vais. Qu'est-ce que j'ai dit au gouvernement russe? J'ai dit qu'on remercie la Chine et la Russie de leur partenariat, de leur soutien. Mais attention à certaines dérives qui sont microscopiques par rapport à tout ce que l'Occident fait. On est d'accord dessus.
mais qui peuvent, si on les laisse se développer, être très négatifs pour nous. Et ce n'est pas parce que nos dirigeants ne disent rien que nous, leaders d'opinion en Afrique francophone, on ne va rien dire. Donc vous êtes nos partenaires, mais attention à certaines limites. La Chine, il y a des choses que vous faites, on n'est pas d'accord. Les Russes, en plein Parlement russe, c'est pas Macron, quand il est invité en Russie, qui est capable de dire ça à Poutine. Nous, en plein Parlement russe, on leur a dit les yeux dans les yeux. Ça, chers amis russes, nous ne sommes pas d'accord avec ça. Donc, partenariat ne signifie pas soumission. Mais en Occident, comme ils ont été habitués à ce que le noir leur soit soumis, quand le noir fait un partenariat mondialisée, malheureusement. Comment? Malheureusement, c'est devenu une vision mondialisée. Enfin, mondialisée, les pays du Sud ou les pays non occidentaux ont vraiment, quand tu prends la peine de voyager dans le monde, ont une autre perception du rapport entre les différents pays, une perception profondément différente de ce que l'Occident fait. Donc je termine mon propos dessus en vous disant que Prigozhin, on l'a rencontré, il nous a financé, il nous a soutenus logistiquement pour les mobilisations, sachant qu'on commençait, on avait fait des 2017, 2018. Non. 2017, la plus grande campagne de mobilisation, je pense, au XXIe siècle en Afrique francophone contre le néocolonialisme, on l'a fait, il n'y avait pas, Prigozhin n'était même pas encore en projet, okay. D'accord. Il est venu en 2018, de 2018 à 2019. Et il est venu justement à cause du succès qu'on a eu. Il faut bien qu'on raconte les choses. Et avant lui, l'Iran, le Hezbollah, Cuba nous ont soutenus beaucoup plus solidement. Alors, je ne vais pas donner trop de voix, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas besoin d'être cités, qui ne veulent pas l'être, d'accord? Mais ils nous ont soutenus beaucoup plus solidement pour que l'on puisse avancer. C'est de la géostratégie. Tu t'opposes à l'hégémonie d'Occident, avançons. Tu es capable de nous financer, nous on vient devant tous ces gens-là. On vient avec un projet, on dit, est-ce que tu peux financer ça? Est-ce que tu peux financer ça? Est-ce que tu peux financer ça? Et on avance. Ton intérêt, c'est que l'Occident recule. Notre intérêt, c'est que l'Occident dégage, que l'on puisse bénéficier beaucoup plus de nos ressources et choisir avec qui on fait désormais du commerce. Ceux qui ont voulu faire ça ont été assassinés dans l'histoire. Bah, écoute, on est au XXIe siècle. Thomas Sankara, Patrice Lumumba. Oui, pas tous. Kwame Nkrumah a voulu faire ça, il n'a pas été assassiné. Il y en a qui n'ont pas été assassinés. Jerry Rawlings a fait ça, il n'a pas été assassiné. Il ne faut pas qu'on dise toujours que quand quelqu'un résiste, il meurt. Ça aussi, c'est le narratif d'Hollywood. Le noir mort dans le film dès les premières secondes. Ah ouais. Nous, notre génération, on ne va pas mourir tout de suite. Mais justement, c'est ça qui est mis. T'as pas peur qu'on prenne les uns et qu'on les remplace par d'autres? Bah, si c'était le cas, je ne tiendrais pas le discours que je tiens quand je suis chez eux. Parce que la force que nous avons, déjà de notre audience, fait que nous sommes capables aujourd'hui de parler à tout le monde, de la manière dont nous le voulons. Et quand je vais à l'extérieur, chez eux, dans leur domicile, leur dire, nous sommes partenaires, mais ça, si vous continuez comme ça, on s'opposera, crois-moi que ça ne leur fait pas plaisir. Mais nous faisons ce que nous pensons juste, ce que nous pensons être bon, et nous n'agissons pas en fonction de ce que les autres voudraient qu'on soit, on agit en fonction de ce que nous pensons nécessaire. Et nous sommes une génération souveraine. Nous disons ce que nous voulons, nous agissons comme nous le voulons. Si les Russes ne sont pas contents aujourd'hui, on passera à autre chose. On a arrêté de travailler avec Prigozhin parce qu'il nous a demandé, à un moment donné, il a dit c'est extraordinaire ce que vous faites, mais pourquoi vous ne feriez pas peut-être ce type d'action Et là, ça devient une grosse ingérence. Ben, c'est pour ça qu'on a arrêté de travailler avec lui. D'accord. On a arrêté sur le coup. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une cessation de dialogue avec la Russie pendant un temps, pas avec Alexandre Douguine, avec lequel j'échange toujours. Et quand il y a eu le début de la guerre, cette fois-ci, parce que les Russes sont très intelligents, ils ont compris que ça ne s'est pas bien passé avec Yevgeny. D'accord? Même si j'ai pas de problème de fond avec lui, j'ai des désaccords sur certains points. Qu'est-ce qui s'est passé? On nous a contactés directement par le biais de Mikhail Bogdanov. Et cette fois-ci, c'est Mikhail Bogdanov, comme dans le gouvernement iranien, ce sont des autorités directement, etc., qui nous contactent et qui a dit « On veut vous accompagner dans votre travail ». On colonise ou on instrumentalise quelqu'un quand la personne vous la payez pour qu'elle fasse autre chose que ce qu'elle faisait avant. Mais quand cette personne a toujours fait la même chose, fait toujours la même chose, dit toujours les mêmes choses, même chez le partenaire, et dénonce ce qu'il estime être juste, personne ne pourra parler d'instrumentalisation. C'est ce qu'on appelle de l'intelligence politique. Et cela ne signifie pas, quand un noir fait de la géopolitique, qu'il est instrumentalisé par les autres. Emmanuel Macron a été coopté par les Young Leaders en 2012, si je ne m'abuse, ou 2013. La fondation Young Leaders française et américaine. Ça veut dire qu'il y a ingérence américaine? Ça veut dire que Macron est un influenceur des États-Unis? Pourquoi ce qu'on applique aux Noirs, on ne veut pas l'appliquer aux autres? Nous sommes libres de ce que nous pensons. Nous sommes en adéquation avec nos valeurs. Tous les résistants qui se sont opposés à l'Occident en Afrique se sont alliés aux Soviétiques, se sont alliés aux Cubains, se sont alliés à tous ceux qui résistaient à l'hégémonie occidentale. La forme change, mais le fond reste le même. Et c'est ce qui nous intéresse. Et donc, personne ne choisira pour nous nos alliances. Nous parlons avec qui nous voulons. D'accord? Et les histoires de 400 000 $, moi, je mérite $1 milliard.
Je ne mérite pas 400 000. 400 000, c'est trop petit. Donc si Yevgeny regarde, Yevgeny, la prochaine fois, si on se reparle, donne plus. Il me met dans la sauce. Les espèces vivantes, la base, c'est se partager, se disputer des ressources, et c'est normal. Et là, j'entends tout ce que tu me racontes depuis là tout à l'heure. On est dans de la géopolitique pure et dure, et effectivement, l'Afrique doit pouvoir avoir sa souveraineté. Mais c'est vers quelle direction? Est-ce que aujourd'hui, l'Afrique, c'est une souveraineté pour contrôler et pour transformer ses propres matières, pour offrir de nouveau des iPhones made in Africa, tu vois? Ou est-ce qu'on est dans un autre type de projet de société? C'est quoi l'Afrique de demain que tu vois, toi? Pour qu'il y ait l'Afrique de demain, il faut qu'il y ait l'Afrique d'aujourd'hui. La première étape déjà, c'est de pouvoir avoir le contrôle de nos propres ressources. C'est bien qu'on fasse de l'afrofuturisme, mais pour qu'on puisse être en adéquation avec cet afrofuturisme, il faut qu'on soit dans une sorte d'afroprésentisme. L'afroprésentisme, c'est qu'aujourd'hui, nos ressources sont contrôlées par tout le monde sauf nous-mêmes. Et c'est donc là où le travail se situe. Être capable de décoloniser nos espaces, aussi bien physiques que sur le terrain culturel, idéologique, de manière générale. Être capable de nous réapproprier notre propre destin, être capable de mettre en application ce profond souverainisme que nous prônons. Et c'est cela qui fera que par la suite, nous serons libres de décider du schéma que nous voulons. Est-ce que la question c'est est-ce qu'il faut qu'on ait des téléphones qui soient en adéquation avec nos ressources, etc., avec le coltan? Il est évident que celui qui bénéficie de ses propres ressources aura une démarche beaucoup moins prédatrice que celui qui est déjà dès le départ du processus dans une logique de prédation vis-à-vis de ces ressources-là. Eux ne viennent pas dans un cadre de multilatéralisme, ils viennent dans un cadre de pillage. Donc le comportement qu'ils ont quand on voit ce qui se passe au Kivu, c'est la résultante de ce que peut engendrer quelque part le globalisme néolibéral, très clairement. Là où nous, dans la démarche qui est la nôtre, évidemment, si on est dans une philosophie de l'Ubuntu, qui est de respecter le vivant, de respecter le prochain, en comprenant que le prochain c'est nous-mêmes, eh bien, évidemment que dans cette réappropriation de nos ressources, tout sera fait de telle sorte qu'on respectera en priorité l'humain. Le problème n'est pas de créer un portable ou de ne pas créer. Le problème c'est qu'est-ce que tu mets avant la matérialisation de la création du portable. Dans quelle dynamique spirituelle, dans quelle dynamique idéologique et culturelle tu es. Certains vont dire qu'Émile il est trop dans la métaphysique, le monde. Non, leur monde de la civilisation, de l'élite occidentale, n'est pas le monde. Je voyage partout dans le monde, tout le monde ne voit pas le monde sous leurs lunettes. Et j'ai envie de te dire que la majorité des peuples où j'ai l'occasion avec notre ONG de voyager pour mener nos actions politiques ou sociales ne voient pas le monde comme l'Occident le voit. C'est très important. Donc, je pense que la technologie n'est pas un drame, n'est pas un problème si elle est reliée à une dynamique liée à notre paradigme civilisationnel. Et notre paradigme civilisationnel, c'est valoriser ce que nos ancêtres nous ont légué, les valeurs qui sont les nôtres, de telle sorte que ces valeurs-là puissent nous porter de la dimension immatérielle à la réalisation matérielle. Et toutes les civilisations qui se sont élevées, tu regardes la Chine, si elle n'était pas en adéquation avec son paradigme culturel, la Chine n'aurait pas pu être le pays, même s'il y a beaucoup de choses dans lesquelles je ne me reconnais pas en Chine, mais le pays que la Chine est aujourd'hui. C'est important qu'on puisse réfléchir dessus. C'est ça, cet exemple de la Chine, c'est le premier moteur des émissions de gaz à effet de serre aujourd'hui. L'Europe et les États-Unis, leaders en historique. L'Afrique, ça reste subsaharienne, ça reste 0, quelques pourcents, donc c'est rien du tout, quoi qu'il arrive. Mais c'est ça un peu cette idée. À partir du moment où il y a une souveraineté, est-ce que c'est pour suivre la voie que suit le reste du monde vers un développement à outrance, ou au contraire, justement, c'est revenir à la racine de l'adéquation avec la nature? Mais je crois que tu m'as répondu. Je pense que je t'ai répondu quand je te dis que le développement des uns n'est pas le développement des autres. Okay. Le développement des uns, pour l'Occident, c'est l'accumulation de biens matériels et le développement de technologies, de nouvelles soi-disant technologies, dans le but d'être dans une logique d'extrême profit. Là où le développement pour nous, c'est d'être beaucoup plus dans une logique qui nous rapproche, là où nous sommes aujourd'hui, des valeurs prônées par nos aïeux méritants en tant que tels. Kémy, des conseils pour les jeunes qui nous regardent, qui te regardent? Toujours se rappeler que ce que les élites ne font pas pour nous, nous devons être capables de le faire nous-mêmes. Donc l'autodétermination doit être la clé, l'antivictimisation doit être la clé aussi. Moi je suis fatigué d'entendre que oui, les autres nous oppriment, etc., on ne peut rien faire. Non, on peut tout faire. On a la capacité de tout faire aujourd'hui. Moi, l'Occident n'a cessé de me diaboliser. Mais aujourd'hui, on est capable de soulever des montagnes à différents degrés, parce qu'on est capable de nous organiser et de trouver des voies et moyens. Il y a une phrase que je dis toujours qui est que, excuse-moi de m'autociter pour le coup, de l'exclusion d'un peuple par un autre naît la volonté pour le peuple exclu de se constituer sa propre puissance. Être discriminé n'est pas une excuse pour ne pas faire quelque chose.
Il faut qu'on soit capable de comprendre cela. Kémy, merci pour cette longue conversation. C'est moi qui te remercie. C'est très intéressant. N'hésitez pas à la commenter, bien sûr, à liker, vous abonner. Et puis ton livre aussi, Philosophie de la panafricanité fondamentale, qui est disponible. On mettra un lien en description, bien sûr, pour aller le choper. Kémy, c'était un honneur. Merci à toi. Le plaisir fut pour moi. Merci infiniment.